Je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invité s'appelle Nicolas Ngo. Il est l'auteur du livre Comment faire de sa vie une aventure, dans lequel il relate son expérience au sein de 3 milieux extrêmes, chaud humide, chaud sec et froid. Une expédition menée par le Human Adaptation Institute afin de comprendre comment l'humain, et spécifiquement son cerveau, s'adapte en situation de crise, de changement, notamment en milieu extrême. Donc cette aventure, qui aura en tout, avec la préparation et les retards, duré 7 ans, a permis à Nicolas non pas seulement de progresser en termes physiques, mais aussi en termes psychiques, sur le plan des valeurs, du leadership, laissant la place à de nouvelles croyances au sujet de lui-même. Salut Nicolas! Salut Anaïs, merci beaucoup de ton invitation. Donc tu vas d'abord nous parler de ton parcours personnel. Ce que j'ai apprécié dans le livre, donc c'est le non-focus sur l'expédition, mais aussi sur ta vie d'avant, et notamment de ton poste de direction au ministère, donc de Sciences et Société. Et tu montres à quel point l'intelligence relationnelle et la capacité à manager des humains t'a servi dans une activité aussi concrète et physique que l'expédition. Donc parle-nous de ce poste avant l'expédition, dis-nous qui tu es, parle-nous de toi. Ouais, mais avec plaisir, merci beaucoup encore pour ton invitation. Donc, je m'appelle Nicolas Ngo, j'ai 42 ans, je suis explorateur, je viens d'intégrer la Société des explorateurs français en tant que compagnon et je suis coach professionnel également. Mais du coup, c'est un peu ma nouvelle vie, sachant que il n'y a pas si longtemps encore, j'occupais un poste de direction effectivement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc je dirigeais le département des relations entre sciences et société. Donc c'est, un travail qui consistait à faire du lien entre, les chercheurs et les citoyens, de façon à, valoriser la culture scientifique au sein du grand public, à travers différents dispositifs de médiation comme, la fête de la science, un certain nombre de musées scientifiques nationaux, qui voilà, diffusent, l'état des connaissances actuelles. Et donc c'était un travail absolument passionnant, heu, qui était un petit peu le résultat de mon parcours aussi parce que, en fait, avant de travailler dans un ministère, j'ai commencé par faire de l'enseignement, tout simplement au début de mon parcours et puis j'ai fait de la médiation scientifique à la Cité des sciences et de l'industrie et puis, en fait, de fil en aiguille, beh, je suis arrivé, dans ce monde des ministères et j'ai occupé plusieurs postes jusqu'à, occuper ce poste de direction et de management où j'avais une petite équipe et surtout j'étais en charge d'animer une politique publique nationale, donc avec, voilà, 1 millier d'acteurs, sur tout le territoire en France. Quand je parle d'acteurs, ça pouvait être des musées avec, 1 000 personnes, à à l'intérieur ou bien, une association avec quelques volontaires. Donc c'était, des acteurs très différents les uns des autres, avec chacun leur stratégie et il s'agissait de coordonner en fait chacune de leurs actions et d'embarquer, l'ensemble de ces acteurs dans une direction et une stratégie commune. Voilà. Donc ça, c'était mon travail avant de partir en expédition. Oui, alors quelles sont les études qui mènent à un tel poste qui est déjà absolument incroyable, hein, sur le plan. Alors, est-ce que justement on peut dire que tu faisais ce travail de vulgarisation scientifique ou pas du tout? Oui, on peut dire ça en fait, enfin, en tout cas, j'ai fait ce travail-là, pendant 4 ans à la Cité des sciences en tant que, médiateur scientifique, vulgarisateur scientifique, où je donnais des conférences, j'animais des expériences, j'animais le planétarium et puis, en au sein du ministère, j'étais pas moi-même, vulgarisateur, mais en fait, je pilotais l'action nationale de vulgarisation scientifique et donc
pour permettre aux gens qui font ce métier-là de travailler dans des meilleures conditions possibles, d'encourager les chercheuses et les chercheurs à s'investir dans des actions de vulgarisation scientifique et donc ça me semble tout à fait, nécessaire aujourd'hui pour, permettre aux gens qui n'ont pas fait d'études scientifiques ou qui sont pas forcément se sentent pas concernés, alors qu'on vit dans un monde qui est très, très, scientifique pour le coup, et très technologique, de savoir comment ça fonctionne en fait le monde dans lequel on vit. Donc moi j'ai fait des études de mathématiques et j'ai commencé ma carrière en tant que professeur de mathématiques. Voilà, avant de progressivement bifurquer. Donc tu vois, c'est un parcours où je me suis amené, qui m'a amené à me réinventer à plusieurs reprises. Super. Et alors, justement, donc, on en parlait un tout petit peu avant d'enregistrer l'épisode. Ça m'intéresse, durant ce travail, de connaître les croyances générales sur la science auxquelles tu as fait face et qui empêchaient en fait le progrès de la science et qui ne permettaient pas d'avoir une vision sincère et objective de la réalité de notre monde. Ouais, c'est une question assez vaste parce que, évidemment, quand on regarde, l'éventail, des connaissances scientifiques et surtout des disciplines scientifiques, ça pouvait aller de quelque chose d'aussi, qui peut être perçu comme rigolo, de l'extérieur. C'est, ce qu'on appelle parfois les platistes, les gens qui pensent que la Terre est plate, et qui sont persuadés qu'il y a, une forme de complot autour de ça. Donc ça, c'est une sorte de fake news en quelque sorte qu'on voit, très régulièrement, passer. Mais au-delà de cette croyance qui peut paraître un peu, comique, il y a des choses, quand on creuse un petit peu, auxquelles on peut tous être, comment dire? Sujet, par exemple, je pense quelque chose qui nous concerne tous sur le réchauffement climatique, ou le dérèglement climatique plus exactement, c'est très, très régulier d'entendre, mais, on nous parle qu'il y a un réchauffement, et alors qu'en réalité, ces derniers mois, il a fait très froid, il a beaucoup plu et cetera et c'est confondre météo et climat et c'est, faire abstraction en quelque sorte de l'observation des scientifiques sur, heu, toutes ces dernières années qui sont, unanimes sur l'existence, de ce dérèglement et surtout de, la responsabilité en fait humaine, mmh, là-dedans. Donc ça nécessite non pas de condamner en fait, des gens qui pourraient avoir ces croyances-là, mais, de mettre à disposition des ressources qui permettent de se faire sa propre opinion sur la base de faits scientifiquement avérés. C'est ça, alors on a tous ces conversations en famille un petit peu gênantes de gens qui parlent de ce qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Mon grand-père, qui n'est pas du tout un scientifique, désolé papy si tu écoutes cet épisode, mais il faut l'avouer, euh, qui n'est absolument pas un scientifique, c'est un photographe, qui affirme que le dérèglement climatique qui arrive aujourd'hui est totalement naturel, que la Terre se réchauffe, c'est normal, c'est les mouvements de la Terre, ça arrive tous les je sais pas combien de millénaires, Mmh. et donc il ne faut pas en avoir peur, et c'est juste enfin, on nous fait peur simplement pour mieux nous manipuler. Voilà, il y a vraiment cette idée derrière qu'en fait, on est des êtres manipulés, manipulables, et donc en nous faisant peur avec ce réchauffement, dérèglement climatique, comme tu le dis, ils vont mieux nous diviser et donc instaurer la peur. Les gouvernements, j'entends, pour pouvoir assouvir des fins. On ne sait pas trop quel est l'objectif de tout ça finalement, mais c'est très rigolo d'avoir toujours des personnes qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont très affirmées Mmh. dans leur position et qui manquent énormément, énormément d'humilité Mmh. par rapport aux connaissances qu'ils peuvent avoir. Oui. C'est vrai que la difficulté, c'est aussi de faire face, entre guillemets à cette, dimension un peu complotiste qu'il peut y avoir, et la posture, de la méthode scientifique, c'est une posture d'humilité, en fait. C'est une posture de doute méthodique et parce qu'en fait, à chaque fois qu'on avance dans nos connaissances, ce sont des connaissances qui sont provisoires jusqu'à ce qu'il y ait une connaissance supplémentaire qui vienne, englober en quelque sorte la connaissance précédente. Ce qui ne veut pas forcément dire l'infirmer. Mais quand, sur un plateau télé notamment ou dans les médias, les scientifiques font face à des gens qui ont des raisonnements parfois un peu simplistes et très lapidaires, très courts. C'est très difficile en fait, à contrer parce que, c'est des messages qui
font plus le buzz, qui clashent plus et du coup qui sont plus médiatiques et c'est en ça où c'est un défi qui me semble absolument passionnant à relever parce qu'on en a besoin et en même temps, c'est quand même quelque chose de complexe et voilà, en même temps, quand on regarde d'autres sujets du type, l'intelligence artificielle, qui est un sujet très actuel, évidemment que, c'est un outil technologique formidable qui va faire des choses, géniales sans doute, du côté de la médecine et en même temps, il y a aussi, des travers, sur le sur lesquels on ne peut pas se mettre des œillères, en fait et donc c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est toujours un petit peu, ce qu'on fait d'une technologie scientifique qui, en détermine, en fait, sa portée et donc c'est important aussi de travailler sur, notre compréhension des choses et la posture qu'on veut avoir en tant qu'être humain et à l'échelle de l'humanité vis-à-vis de ces technologies qu'on a en fait aujourd'hui et donc voilà, donc j'avais un rôle dans ce travail-là et dans cette réflexion-là et Alors aujourd'hui aussi, justement, bon. moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu tes frustrations, face à toutes ces croyances. Alors pour revenir encore, sur les croyances scientifiques, il y a effectivement, ce que tu as dit, précédemment et il y a, les gens qui disent, «Ah bah, de toute façon, le CO2 est un gaz naturel». Mmh mh. Sauf qu'il y a le problème de quantité, peut-être, qui est un peu Ouais, ouais, ça néfaste. c'est tout à fait documenté, enfin, je pas forcément, mais je suis pas un spécialiste de ce sujet-là, mais en tout cas, c'est tout à fait documenté que, et unanimement documenté par les scientifiques que, effectivement la quantité, d'émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2 a, drastiquement augmenté, et cela, c'est dû à l'activité humaine. C'est pas très difficile à comprendre, si on prend ne serait-ce que les voitures ou les transports voilà, enfin, ça a drastiquement augmenté donc enfin, on a une action, en tant qu'humanité, heu, à l'échelle de la planète et donc on menace de dérégler le climat et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore faire des choses pour, changer et modifier nos comportements, mais ça suppose déjà d'accepter que, on a justement cette part de responsabilité. Alors précisément, en parlant de responsabilité, tu partages dans le livre, que tu as la pression, notamment à un moment le ministère en fait te demande, de faire quelque chose de très important dans un laps de temps assez court. En fait, tu sais, quand on travaille dans un ministère, on et notamment, dans le poste que j'occupais, je travaillais en c'est toujours à l'articulation entre, le politique et l'administration et du coup, il y a une dimension parfois d'urgence, quand, le cabinet de la ministre t'appelle pour, te demander quelque chose, c'est souvent parce qu'il y a une communication ensuite, à des journalistes, à l'Assemblée nationale, des choses comme ça et du coup, quand c'est sur ton sujet de spécialité, tu dois répondre souvent de façon très rapide donc donc ça arrive, c'est ce qui rythme la vie aussi des gens qui travaillent dans des ministères. D'accord. Alors et toi, comment là, quelles sont les croyances auxquelles tu as pu faire face, justement? Parce que tu manageais déjà des équipes à cette époque et d'ailleurs, Ouais, on va en reparler. C'est ce qui ouais, t'a permis aussi donc d'être, coéquipier leader dans l'expédition. ouais. Hem, alors qu'est-ce que là, tu as pu remettre en question, justement, sur toi-même, à travers ces responsabilités? En fait, ce que moi j'ai trouvé passionnant dans ce travail, de management quand je suis devenu manager, c'est que, finalement c'est un travail d'apprentissage de connaissance de soi et puis de connaissance aussi des autres et comment on se met en relation avec, les collaborateurs, les personnes qu'on encadre, quelles sont, leurs motivations. Comment on peut travailler ensemble à l'échelle d'une équipe? Comment on peut faire pour qu'on soit plus performants ensemble? Et comment créer les conditions pour que chacun soit, le plus épanoui possible, dans une équipe où, parfois il y a des frustrations, parfois il y a des incompréhensions, parfois il y a des malentendus, il y a des difficultés de communication. Bref, la vie professionnelle, en commun, c'est normal, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et le rôle du manager, c'est un peu le rôle d'un chef d'orchestre, d'accorder en fait les différents instruments pour que chacun puisse jouer sa partition et que, il y ait une forme de symphonie, qui résonne un peu, de façon harmonieuse, pour, les auditeurs. En l'occurrence là, pour les gens au service de qui on travaille, c'est-à-dire les citoyens, les acteurs de la culture scientifique. Et donc, ce travail de manager, ça a été un travail, bien sûr de relations, d'intelligence humaine et de psychologie fine
et aussi de connaissance de soi parce que, ça suppose de bien savoir, «Tiens, bah, il y a ce truc-là qui me contrarie, comment ça se fait? Qu'est-ce qui explique ça?» et de comprendre ça, sur soi pour pas, se laisser, embarquer dans des pilotages automatiques où on réagit de façon un peu compulsive. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça absolument passionnant, en fait, cette posture de manager et j'y réfléchis beaucoup aujourd'hui parce que je revisite, cette posture-là avec ma casquette de coach professionnel aujourd'hui et entre, ces 2 postures, c'est-à-dire de manager au sein d'un ministère en responsabilité et ma posture actuelle de coach professionnel, je me suis rendu compte effectivement sur le terrain pendant les expéditions que, bah, cette compétence, managériale, en fait, je l'avais, développée, à la faveur de mes précédents postes et que, j'étais riche de ce savoir-faire-là et donc, bah, assez naturellement, je l'ai réinvesti à l'échelle d'un sous-groupe de l'équipe donc, c'était intéressant dans 2 des milieux, bah, de piloter, une petite partie de l'équipe et c'était assez naturel, en fait, parce que justement, j'avais eu l'occasion de m'exercer à cet art, un peu difficile parfois. Mais là, c'était dans d'autres conditions, c'était dans des conditions, beaucoup plus extrêmes, d'exploration, d'isolement, sans assistance et puis, où on est tout le temps, les uns sur les autres, j'ai envie de dire, mais surtout les uns avec les autres et donc il faut vraiment trouver des solutions ensemble pour pouvoir surmonter les challenges auxquels, on a été confrontés dans chacun de ces 3 milieux extrêmes. Alors, je pense à des qualités essentielles pour la position du leader. Bon, il y a l'écoute, bien sûr, l'écoute de chaque membre de l'équipe. Et alors, ce que je remarque dans mon expérience très personnelle, dans tous les groupes où j'ai pu travailler, il y a des frustrations quand il y a des décisions sans explication. Ouais. Ça, c'est un leader killer, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vraiment et là, la notion de hiérarchie s'agrandit et la proximité, ça crée vraiment un gap en fait entre le leader et son équipe. C'est quand il y a ces prises de décision sans aucune explication. Donc par exemple un non notamment, hein, je pense au non plus Mmh qu'au mh. oui, parce que finalement le oui, voilà, on va le justifier, mais on est plutôt heureux de la réponse. En revanche, un non expliqué, c'est quand même source de très grande frustration, d'incompréhension. En fait, quand l'humain Mmh. ne comprend pas pourquoi, Ouais. c'est très très frustrant. Et les enfants les premiers, hein, c'est comme ça Ouais. qu'on les éduque. Hein. Finalement, les adultes sont de grands enfants. Donc, le fait de ne pas leur expliquer, c'est quand même source de conflits énormes. Alors Ouais. que finalement, ça coûte un petit peu de temps au leader de prendre ce temps d'expliquer. Mmh. Donc toi, tu en as sûrement fait l'expérience. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement? Je pense que ce que tu pointes là est très juste et très vrai, au sens où, en fait, quand on se retrouve dans une position de leadership, que ça soit, voilà, dans le monde professionnel ou sur le terrain en expédition, on est amené à dire oui ou non parfois, à recadrer, à encourager, à féliciter, à valoriser, à reconnaître, à accueillir la parole de l'autre. Enfin, à tout un tas de savoir-faire qui sont, qu'on pourrait penser naturels et en fait, pas forcément, ça s'apprend. C'est aussi quelque chose qui se cultive, qui se travaille. C'est pour ça qu'il y a des formations pour ça, c'est pour ça qu'il y a des accompagnateurs pour ça, que voilà, et donc c'est une combinaison de protection et de permission. C'est-à-dire, parfois quand on dit oui, c'est une permission, mais quand on dit non, c'est aussi une protection. Parce qu'en fait, dire non, c'est aussi, empêcher peut-être quelqu'un de s'engager sur quelque chose qui peut le mettre en danger ou mettre en danger l'organisation ou mettre en danger l'équipe et cetera. Mais je pense que la justification de ça est importante parce que, ce que tu pointes derrière, c'est la notion de sens et si c'est arbitraire, en fait, ça peut être vécu comme quelque chose d'insensé, qui n'a pas de sens et je crois que c'est absolument passionnant et nécessaire et que les êtres humains sont des êtres de sens, qu'ils ont besoin, en fait, de comprendre les raisons pour lesquelles on leur dit oui ou non. Heu, la peut-être la différence que je ferais entre le monde professionnel classique et le monde des expéditions, c'est que, bah, parfois on n'a pas forcément le temps de justifier et et quand, il y a une tempête qui menace ou il faut réagir vite parce que, c'est une question de survie, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une tempête qui arrive et cetera, ben, on n'a pas forcément le temps de parlementer et d'ailleurs souvent c'est pas à ce moment-là que la crise arrive, mais par contre ensuite,
c'est bien qu'il y ait un temps de parole pour échanger, pour comprendre, pour analyser ce qui s'est passé ensemble. Mais sur le coup et dans l'urgence, c'est important de savoir réagir vite. Et c'est là où oui, le fait qu'il y ait eu un système hiérarchique qui se soit, mis en place, je pense que ça a été, vertueux parce qu'il y avait un chef d'expédition et qui s'appuyait aussi sur des leaders de sous-groupes dont je faisais partie et du coup, ça a permis aussi d'accélérer, les transferts d'informations et de fluidifier parfois les réactions, dans certaines situations. Voilà et je pense que le fait d'avoir travaillé ça un peu en amont, bah, je pense que je l'ai assez naturellement réinvesti sur le terrain. Oui, alors c'est ça qui est absolument génial. Donc parle-nous de cette expédition donc dans 3 milieux extrêmes, donc chaud, humide, Guyane française, Amazonie, le chaud sec dans le désert de Nefou, et ensuite, ou je sais plus si c'est l'un avant l'autre, et ensuite le froid donc en Laponie par moins 35 degrés il me semble. Ouais. Donc comment c'est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es dit tiens, je m'ennuie. Alors, Que s'est-il passé? Comment oui. c'est arrivé? Écoute, assez simplement, bon d'abord moi je suis un passionné d'aventure et d'exploration. J'ai beaucoup lu de récits de voyage et j'ai beaucoup voyagé moi-même. Je suis moi-même de plusieurs origines, un peu mélangées comme ça. Du coup, j'ai une ce goût, cet appétit pour le monde, pour le dialogue des cultures, pour, cette ouverture en fait sur le monde et après, cette dimension d'exploration, c'est aussi une dimension qui m'intéresse parce que, je suis passionné de spatial et cetera et je rêvais d'être astronaute, tu vois, quand j'étais enfant et je pense qu'il y avait déjà cette dimension d'aller voir, au-delà de l'horizon pour voir comment c'est de l'autre côté, quoi et c'est une tout simplement une forme de curiosité, je crois, pour le monde et donc j'ai toujours, été intéressé par ça et en lisant, en écoutant des podcasts, je me suis rendu compte, bah, qu'il y avait des gens qui faisaient de leur vie une aventure d'une certaine manière, qui étaient, écrivains voyageurs, explorateurs, aventuriers. Je me suis dit: ça va être passionnant et donc j'ai beaucoup lu ça, j'ai beaucoup lu aussi de littérature de voyage comme Nicolas Bouvier, L'usage du monde, c'est un de mes livres, de chevet et donc bah, en fait, assez naturellement, quand, j'ai entendu, parler de l'expédition, Deep Climate qui à l'époque s'appelait, Adaptation, hem, je me suis dit: «Mais c'est passionnant ce projet», et il y a eu un appel à candidature pour, sélectionner, un certain nombre de volontaires qui seraient prêts à s'engager. À l'époque, c'était dans 4 milieux extrêmes, hem et donc je me suis porté candidat. Il y a eu 1 500 candidats et la sélection a duré 2 ans et donc j'ai eu la chance de faire partie des 20 personnes qui ont été sélectionnées, 10 femmes et 10 hommes. Donc des 10 hommes sélectionnés à la fin et voilà, ça a été une aventure. Rien que la sélection a été une aventure à part entière. C'est un projet qui a été monté par Christian Clot, du Human Adaptation Institute et effectivement, bah, c'était, absolument passionnant de me former d'une part aux techniques d'exploration, de progression, dans des milieux comme ça, en conditions dégradées et hem et puis d'apprendre plein de choses et surtout de faire ensuite ces expéditions. Donc on est parti dans 3 milieux, différents. Tu les as cités, donc c'est le 1er c'était la jungle équatoriale amazonienne, donc en Guyane, heu, un endroit que tu connais bien je crois, heu, au milieu de Yes, ça me la Guyane. au milieu de la forêt, donc vraiment, avec cette abondance de vie, de faune, de flore, pendant 40 jours dans l'humidité la plus totale et puis ensuite on revient à Paris pendant 30 jours, le temps de faire des examens scientifiques pour voir comment le milieu, nous a impactés. Ensuite on repart en Laponie, septentrionale, donc c'est tout au nord de la Finlande, heu et là on est au niveau du 70e parallèle. Il fait une température de -35 degrés en température réelle. En ressenti, c'est bien moins parce qu'il y a le vent, et cetera. On dort sur des lacs gelés et la journée, on progresse en ski en tirant une poulka, un petit traîneau et à chaque fois, on est en autonomie, sans assistance et on porte tout avec nous, donc les instruments scientifiques, mais aussi notre nourriture, de quoi faire, fondre la glace pour boire et réhydrater notre nourriture et tout notre matériel, en fait, est avec nous et puis ensuite, pareil, on rentre à Paris, on fait les examens scientifiques, on répond aux sollicitations médias, on prépare le milieu suivant et on repart, 40 jours dans le désert du Nefoud. Donc là, c'est au nord de l'Arabie Saoudite. Oui, Et alors excuse-moi, je t'interromps, mais ce qui est très intéressant, c'est bien, vous n'avez pas de balise de secours, hein, c'est bien ça? en fait, on n'a pas de balise de secours. En revanche, on est parti avec les téléphones satellites.
Ah d'accord, quand même. Ouais, ouais, OK. ouais. Ça Oui, c'est parce qu'en fait, pour nos auditeurs qui ne savent pas, Christian a d'abord fait des expéditions, alors dans 4 milieux, donc il a ajouté le milieu le plus versatile, donc en Patagonie chilienne. Et Christian, lui, il a fait absolument 100 téléphones satellites et 100 balises de secours, justement pour voir comment on s'adapte dans ces milieux sans ressources, enfin sans sortie de secours, disons. ouais. Et c'est ce qui rend l'étude en fait de l'institut extrêmement passionnante, c'est que comment le cerveau, quand il est au pied du mur, Mmh. trouve des solutions. Après, Christian, voilà, c'est 20 ans d'exploration, donc il y a l'expérience qui fait que. Et Mmh. là, ce qui est complètement novice, c'est d'emmener 20 personnes qui ne sont pas spécialement expérimentées. Il y a pas d'explorateurs dans le lot. Enfin, Mmh. voilà, c'est des personnes comme vous et moi qui permettent donc de comprendre vraiment comment à l'échelle d'une société, on peut s'en sortir. Donc, je En t'en prie, fait continue. en fait, c'était effectivement le projet initial. On devait partir sans balise, sans, téléphone. Comme la préparation a duré, quand même 6 ans, il y a eu le temps je pense aussi pour des histoires d'assurance, de choses comme ça, de revenir sur, cette décision qu'on peut comprendre qu'on la prenne, pour soi, mais par contre quand on part, ensemble, même si, Christian n'était pas responsable au sens de nous, on est tous adultes, responsables, majeurs, on est volontaires, donc on est tous partis en connaissance de cause. Mais quand même, on n'avait pas son expérience. Même si avec nous, dans l'équipe, il y avait des gens, très expérimentés quand même de terrain, hem et qui étaient aussi, entraînés, physiquement, très entraînés physiquement. Et donc, au départ, moi je m'étais beaucoup préparé, physiquement, donc je pense que j'étais vraiment au niveau, nécessaire. M mais je me suis rendu compte que, j'apportais aussi autre chose au groupe, comme d'autres personnes ont pu apporter d'autres choses, au groupe, que j'avais pas anticipé, notamment ce dont on a parlé au début de notre conversation, toute la dimension autour bah, du savoir-faire en termes d'échanges relationnels. Et je pense que c'est hyper important quand on est sur le terrain pour, bah, générer de l'intelligence collective. Et donc juste pour terminer, le dernier des 3 milieux, c'était en Arabie Saoudite, donc dans le désert du Nefoud, 40 jours où on tirait un chariot dans le désert avec toute notre eau, entre 2 puits. On reliait en fait, des puits pour, comme on était en autonomie, il fallait qu'on ait, suffisamment d'eau pour, boire et manger. Un tout petit peu se laver, mais c'était pas la priorité. Et donc ouais, on avait 8 litres d'eau par jour par personne. Ça peut paraître beaucoup et en même temps dans ces milieux-là, on transpire beaucoup, et en fait, on doit beaucoup s'hydrater, on doit beaucoup se minéraliser aussi et puis réhydrater notre nourriture. Donc ouais, ça provoque un stress quand, par exemple, il y a, les bidons qui se mettent à fuir, et donc on perd de l'eau. On se dit: «Waouh, comment on va faire pour, atteindre le puits suivant?» et cetera. Donc c'est là où on se voit que Ah ouais. mmh, Oui, c'est vrai que on a fait le sentier du Molokoï avec les copains, donc c'est en Guyane, en pleine saison sèche, donc il faisait vraiment très chaud. Et quand on s'enfonce dans la forêt, forcément, on a l'humidité lourde. Bon, tu la connais très bien, cette chaleur écrasante. mmh, Et on n'avait pas pris de pastilles. On s'est dit, on prend l'eau qu'il nous faut et puis on verra là-bas. Moi, j'ai pris 6 litres en me disant que sur 2 jours, ça allait le faire. Oui, non, les 6 litres en une journée, c'était fini. Et encore, j'avais pas assez. Donc, tu vois, quand tu me dis 8 litres, ça me paraît même presque pas beaucoup dans un milieu aussi chaud et sec, parce que je suppose que vous y êtes allé en été, donc dans ce désert, c'est-à-dire oui, à une température assez élevée. c'était plus 45 degrés à l'ombre, Hmm. sachant qu'il y a pas d'ombre. Et du coup, parce que ces températures, c'est les températures réelles, hein, donc elles sont prises à 1 mètre, du sol, à l'abri du soleil et à l'abri du vent. Donc, pour créer ces conditions-là, on est obligé de tendre des bâches pour créer de l'ombre. Mais en réalité, quand tu sors, le bras de la bâche, en fait, tu veux presque faire cuire un œuf à l'extérieur, sur le sol parce que, hem, au soleil, en fait, c'est insupportable. Il fait, plus de j'avais laissé un thermomètre à l'extérieur de la bâche où on était, pendant la journée, aux heures chaudes, on se protégeait du soleil. Et en fait, au bout de quelques minutes, je me suis rendu compte que j'avais oublié le thermomètre et je l'ai rentré, il affichait 57 degrés. Donc c'est pour te dire qu'effectivement, je dis 45 Sympathique! degrés, mais en fait, la température, ressentie est bien supérieure. Et donc ça suppose de s'adapter, en fait, et de composer avec ces conditions, que ce soit l'extrême humidité, l'extrême froid ou l'extrême chaleur. Et ça suppose de trouver des solutions, en soi, mais aussi à l'échelle du groupe pour,
ben voilà, tout simplement s'en sortir parce qu'effectivement, quand on est en autonomie et a priori sans insistance, c'est vraiment nécessaire parce qu'on se rend compte que chaque décision a un impact, peut avoir un impact concret, rapide, réel et possiblement dramatique sur soi ou sur, nos coéquipiers et donc en ça, une mauvaise décision peut avoir une sanction assez rapide, quoi. C'est en condition c'était quand même en conditions réelles, vraiment, quoi. Alors justement, tu parlais tout à l'heure donc des frustrations, qui peuvent se loger dans les équipes parce que, la vie est accélérée et dans ces conditions, les nos parts d'ombre sont accélérées parce que c'est pas le meilleur de nous-mêmes. On est fatigué, on manque parfois effectivement d'hydratation, de nourriture. On est les uns sur les autres 24 heures sur 24, on dort ensemble, on bouge ensemble, et tout ça pendant 40 jours dans chaque milieu. Ouais. Quelles sont justement les frustrations? Alors, si tu as le droit de les révéler, encore une fois, le but c'est pas d'aller révéler des infos trop perso, mais quelles sont les frustrations générales auxquelles tu as pu faire face? Quelle a été toi ta réaction en tant que leader de ce groupe donc? Et voilà, comment vous avez géré ça? Ouais, il y a quelque chose de très, très différent entre, ce qui se joue entre les 4 murs d'un ministère ou bien d'une entreprise ou d'une organisation. Quand il y a des frustrations, ça peut mijoter pendant un petit peu de temps avant que la cocotte, finisse par exploser. Là, quand on est, en conditions dégradées comme ça sur le terrain avec un confort très rudimentaire, très limité, Hem, les masques sociaux qu'on a tous, les uns et les autres, en fait, tombent très vite et puis, du coup, ça suppose qu'on sache bien, communiquer. Ça fait ressortir, bah, effectivement, les travers, les défauts, les irritations, l'irritabilité aussi, donc on et puis surtout, on est tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand on est un peu contrarié par une journée de travail, généralement, on rentre à la maison, on a un sas de décompression, on peut s'entourer des gens qu'on aime et cetera. Enfin, c'est une source de réconfort, de ressourcement qui est très, important. Et là, quand on est dans un groupe, constitué comme ça et qu'on est 24 heures sur 24, 7 sur 7, pendant 40 jours ensemble dans des conditions d'inconfort majeur, c'est vrai que, ça fait ressortir parfois, bah, de l'irritation, de l'agacement, de la colère, de l'énervement et c'est normal. C'est OK. C'est pas du tout, un un sujet au sens où on est humain, donc ça fait partie de la nature humaine et c'est OK. Il faut aussi, bah, savoir simplement l'accepter, l'accueillir. Écouter la parole de l'autre, je pense, et la prendre en considération. Savoir aussi, repérer les signaux faibles, j'ai envie de dire, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui se sent en difficulté ou pas bien ou soi-même, hein, quand on se sent en difficulté ou pas bien, prendre un peu de temps, de recul pour, analyser ce qui se joue, ce qui et puis simplement être là pour l'autre ou pour soi. Donc être aussi dans le soin en quelque sorte et dans l'accueil, des émotions et de la parole de l'autre. Ça me semble vraiment, quelque chose qui permet de passer un mauvais cap. Je peux donner un exemple d'une personne qui était en difficulté, par exemple, dans un des milieux et en fait, je lui ai juste posé je l'ai écouté et je lui ai posé une question et cette question, en fait, lui a fait changer de mindset et d'état d'esprit et plusieurs, semaines plus tard, elle m'a dit que ça l'avait vraiment aidé et donc en fait, je me suis rendu compte là que un peu de façon intuitive et sans le savoir, j'avais en quelque sorte posé une question de coach, en quelque sorte, qui, hem incite la personne à, bah, aller s'interroger, aller s'analyser, s'auto, interroger pour changer un comportement et je pense vraiment que, notre état d'esprit, conditionne et détermine, la façon dont on vit une expérience. Soit on peut la subir complètement ou au contraire, on peut la traverser avec, joie et émerveillement. Alors j'imagine que tu peux pas le dire, mais là on crève d'envie de savoir ce que c'est, hein, concrètement. Oui, On bah, veut l'exemple. je vais respecter cette notion de confidentialité parce que, heu, voilà, enfin, Oui, je comprends. mmh, Mais oui, ça fait partie justement du jeu aussi. C'est vrai que bon là,
on parle de manière très théorique, mais parce qu'on n'a pas trop le choix, on peut pas tout révéler d'une expédition comme ça. Mmh. Donc je comprends, chers auditeurs et auditrices, c'est peut-être un peu frustrant, mais enfin, voilà, la frustration se travaille. Elle va passer. Prenez un bon chocolat chaud, puis ça ira mieux. Génial. Alors justement, quelles sont, toi, les croyances que tu as pu remettre en question, modifier, transformer, ajouter entre avant et après cette expédition? Autant en tant que leader de sous-groupe que en tant que coéquipier qui expérimente des difficultés physiques. Parce que je suppose que sur le plan physique, on se dépasse énormément. Hein, voilà, Ouais. on évite d'écouter trop son corps parce que je pense que si on écoute trop son corps, c'est un enfer. Alors en même temps, il faut l'écouter pour rester dans le très alerte de nos besoins et de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pas tomber malade ou pour pas se blesser. Et à la fois, il faut pas écouter le fait qu'il nous dit bah là je veux m'allonger. Bah oui, mais non, mais vraiment là on a encore 30 bornes donc pas le moment. Donc quelles sont ces croyances qui ont pu évoluer? Écoute, enfin, je dirais que d'abord, c'est une expérience qui a été très transformante pour moi. J'ai encore, ça fait 1 an maintenant qu'on est rentré, et au cours de cette année, je me suis notamment, consacré à l'écriture de ce livre, «Comment faire de sa vie une aventure», et qui m'a permis en quelque sorte aussi, de mettre sur le papier, c'est l'évolution de ses croyances et l'impact que ce projet au sens large, c'est-à-dire, les 7 ans que j'ai consacrés aussi à ce projet, hem, ont eu sur ma vie, et donc ça m'a permis aussi de digérer, cette expérience très engageante. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, hem, souvent quand on voit ce genre d'aventure, on a l'impression que c'est, comme ça, un départ sur un coup de tête ou pas trop préparé. C'était quelque chose de très préparé, et je pense que ce qui en a fait un succès, c'est que justement il y a eu une préparation, très soigneuse, pendant plusieurs années, et donc à titre personnel, mais de manière générale, on était très entraînés, physiquement, et très prêts et très motivés pour y aller. Ce qui fait un peu la différence avec des gens qui parfois subissent des situations, d'urgence, je pense à des situations humanitaires et cetera. Nous, on était tous volontaires pour participer à cette expédition très engagée, et donc effectivement, quand on a pris cette décision, on est peut-être un peu plus, enclin à subir, la difficulté, du terrain, et voilà, on a choisi d'être là, et malgré tout, même si on a choisi d'être là, parfois on se dit: «Mais qu'est qu'est-ce qui m'a pris, de m'engager dans cette galère?» Donc donc même en étant volontaire, on peut se dire ça. Maintenant, qu'est-ce qui a changé, grâce à cette expédition pour moi? Hem Écoute, probablement déjà de m'être reconnu cette compétence-là de leadership, et de réaliser que justement, grâce à ce que j'avais appris dans ma posture managériale, en fait, j'avais une vraie expertise dans la matière qu'aujourd'hui j'ai envie aussi de partager et d'accompagner avec cette posture de coach professionnel, pour accompagner des gens qui sont justement dans une forme, soit de changement de poste, de transition de vie, ou de vie professionnelle ou personnelle. Souvent, c'est aggloméré et c'est mélangé. Hem et je me suis, vraiment rendu compte aussi que ma parole avait, un impact et une importance. Donc reconnaître, cette importance-là pour, construire, un monde plus juste, plus humain, tout simplement. C'est aussi quelque chose que, je me reconnais aujourd'hui. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé, et oui. Oui, alors ça c'est intéressant justement. Donc cette croyance, ma parole n'est pas importante, on ne m'écoute pas, je ne suis pas vue. Mmh. Ça c'est vraiment des croyances limitantes qui peuvent vraiment nous pourrir la vie. Hein. Ouais, tout à fait. J'en parle parce que je suis une femme et que les femmes ont été mises sous silence et on a du mal un peu à justement à faire en sorte que notre parole ait de la valeur. Ouais. Donc ça fait écho en tout cas vraiment avec ce que j'ai pu vivre. Donc, est-ce que ces croyances que tu avais avant viennent d'un contexte familial, sociétal, à l'école? Comment tu l'identifies, ces croyances que tu avais avant? Heu, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, en tout cas dans ma vie, qui est que, avant, j'étais amené à parler au nom d'une institution, en public, et cetera. Avec ce livre, j'ai fait le travail, et puis à travers cette interview aussi, de m'exprimer,
En mon nom, et donc et puis au nom bien sûr de cette expédition, même si je parle plutôt de mon expérience personnelle parce que voilà, c'est pas mon rôle d'être le porte-parole de cette expédition. Donc je parle plutôt de mon expérience personnelle. Bien sûr que, toutes nos croyances, me semble-t-il, tirent leur origine dans des scénarios de vie, qui eux-mêmes, se créent dans les premières années de la vie d'un être humain. Donc, moi, je fais pas du tout exception à la règle. Je suis aussi dans ce cas de figure-là. Et donc, c'est pour ça que, faire ce travail, sur soi, de développement psychologique, j'ai envie de dire, ça permet de, déjà mieux se connaître, ensuite de mieux rentrer en relation avec les autres. Et souvent, en fait, c'est ça qui est un facteur limitant dans, la dimension professionnelle. Souvent, on pense que, au travail, c'est parce qu'on n'est pas assez bon, techniquement qu'il y a des problèmes. En réalité, 90 des problèmes viennent du fait que, les gens se connaissent mal, et sont des problèmes humains, savent mal gérer leurs émotions, hem et du coup, rentrent, en mauvaise communication, en mécommunication, et donc parfois il y a besoin d'un regard extérieur pour accompagner ça. Et ce que tu évoquais sur la dimension de, ma parole a-t-elle une valeur en tant que femme et en tant que femme manager en plus, c'est un sujet mais majeur parce que c'est hyper important d'accompagner justement la transformation de la société, des entreprises, des organisations par un leadership qui soit pas, un leadership qui soit uniquement composé de valeurs, j'ai envie de dire de compétition, d'arrogance, de contrôle, en gros qui sont plus associées à des valeurs masculines. Mais et souvent, parfois les femmes se sentent obligées aussi d'endosser ces, attitudes plus masculines, alors que je pense qu'au contraire, on a besoin d'un leadership et d'un management qui soit plus plus inclusif, si j'ose dire. Et je pense que les hommes comme les femmes ont un travail à jouer, heu et un rôle à jouer là-dedans. Et donc pour ça, parfois, il y a besoin d'avoir un sparring partner en quelque sorte qui, aide les personnes à percevoir les situations qu'elles vivent, pour mieux les analyser. Parce que quand on a le nez, dans le guidon, si j'ose dire, c'est difficile de prendre du recul par rapport à la situation, à ce qu'on ressent, à ce que l'autre peut ressentir, à ce qui se joue entre les 2 personnes. Enfin, donc c'est hyper, difficile. Donc c'est pour ça aussi que, ouais, ça me passionne d'accompagner ça aujourd'hui. Non, mais là, c'est super intéressant ce que tu dis justement, c'est cette croyance effectivement auquel on est confronté un peu tous les jours, dans tous les milieux professionnels que, il y a eu un tel conflit ou que ça a pas fonctionné parce qu'il y a eu de l'incompétence. Et en Mmh. fait, quand on analyse vraiment, c'est pas dû à l'incompétence, c'est dû à de l'orgueil 99% du temps parce que finalement cette incompétence, elle peut très très vite être palliée quand on est toujours apprenant en fait dans notre milieu professionnel. Et d'ailleurs, c'est quand on arrête d'apprendre qu'on tombe dans le bore out, donc on s'ennuie complètement au travail, le travail ne fait plus sens et vraiment on devient voilà très très dépressif, très stressé par le travail. Enfin bref, ça c'est une parenthèse, mais et effectivement, cet orgueil va nous empêcher d'être sincères parce que l'incompétence, c'est facile d'y remédier, c'est-à-dire ah, j'ai pas telle compétence, mais je peux m'appuyer sur d'autres personnes qui sont, enfin, désolé, mais un chef d'entreprise, il a un énorme réseau, il a d'autres amis chefs d'entreprise, il suffit juste de passer un coup de fil. Tiens, toi, t'aurais fait ça comment? Voilà. Sauf qu'en fait, effectivement, l'orgueil va vraiment t'empêcher de faire ça parce que ça veut dire que tu es vulnérable, ça veut dire que tu avoues ton incompétence, ça veut dire que tu avoues que t'as pas la connaissance là-dessus. Et ça, c'est très très dur pour une société dans laquelle on vit qui est très yang. Alors moi, j'aime bien utiliser les termes yin et yang plus que masculin et féminin parce que sinon on va genrer ça. Ouais. Alors qu'en fait, le yang, le yin et le yang, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc le yang, cette fameuse énergie masculine, cette énergie donc qui est très tournée vers l'extérieur, l'action, l'efficacité, la direction, le challenge, l'organisation, et le yin qui est plus introspectif, donc qui est lié donc à l'énergie féminine, dite féminine, qui va être donc plus la lenteur, la flânerie, l'introspection, la profondeur, les grandes conversations philosophiques verbales. Par exemple, un yin, dans une relation, typiquement, il a beaucoup besoin de conversations verbales. Un yang, il va plutôt lever le pouce, voilà, dans la communication non verbale. Donc on a vraiment ces deux énergies. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que c'est que le yang mature. On a beaucoup de yang toxiques et immatures, mais énormément. Et notamment dans le milieu professionnel.
Et c'est vrai que ça détruit des vies, ça détruit des entreprises, et c'est souvent lié à de l'orgueil, en fait. Mmh. C'est Donc c'est très intéressant de voir que effectivement 90% des échecs ne sont pas dus à l'incompétence, mais plutôt au manque de yin finalement, de sincérité, de profondeur, de se dire attends, est-ce que là je suis pas en train de me dire enfin en fait on voit même pas qu'on n'est pas sincère avec nous-mêmes. mmh. Ouais, il y a une Euh, dimension de moi j'appelle, enfin, d'orgueil ou d'ego, hein, et de méconnaissance de soi aussi. Et ce que tu dis s'applique, bien sûr, aux managers, hommes, mais aussi parfois aux managers femmes. C'est-à-dire que moi je veux c'est pas du ça, tout genrer les choses. C'est qu'en fait chacun, de nous, nous avons en fait une part yang et une part yin. Et je pense qu'en fait, bah, la vision un peu traditionnelle du leadership est plutôt associée à ces valeurs yang. Ce qui peut faire que, un c'est homme ça. avec, une grosse valeur yang, bah, du coup, va devenir possiblement un leader qui peut faire des dégâts autour de lui, pas forcément, hein, pas toujours évidemment, je généralise pas. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que une manageuse, en quelque sorte, une manager femme, peut aussi faire ces dégâts-là parce qu'elle adopterait ces codes un peu par mimétisme. Alors qu'en réalité, je pense que la solution, elle vient aussi de l'équilibre, bah, d'assumer aussi, cette part plus, yin, dite féminine, mais en fait, voilà, qui est plus liée à l'anima, si on prend aussi les termes jungiens, qui permettent finalement, bah, d'introduire plus de liens, plus d'échanges, plus de considération, plus de, respect et d'écoute des autres. Et ça, je crois qu'on en a cruellement besoin dans le monde professionnel C'est ça. pour, co-construire en fait des collectifs qui, fonctionnent de façon harmonieuse et qui créent de l'intelligence collective et qui du coup sont plus performants ensemble. Oui. Et en fait, finalement, cette connaissance de soi qui paraît un peu abstraite, c'est ce qui fait un bon leader. Mais quand on parle de connaissance de soi, on parle vraiment de sincérité, en fait. Mmh. C'est ce qu'on appelle la sincérité radicale. C'est non, non, non. Là, en fait, je suis en train d'être dans une stratégie d'évitement de fuite pour pas faire face au problème. Et c'est ça qui est en train de nuire à la situation et qui fait que je me retrouve à avoir une entreprise en faillite, en fait. Et c'est ce manque de sincérité qu'ont les gens, parce que finalement la connaissance de soi, elle est un peu infinie, on se connaît jamais vraiment, c'est un peu abstrait comme concept, alors que la sincérité, tu vois, tout de suite, ça parle beaucoup plus. Mmh. Et justement, c'est pas une question d'ego, parce que les gens confondent vraiment la notion de l'ego et l'orgueil, c'est pas pareil. C'est que Mmh mh. l'ego, c'est ta personnalité, c'est la forme que prend ta personnalité dans la vie. Et d'ailleurs, si l'ego est ton maître, tu en fais un maître dans ta vie, c'est là que tu vas avoir de l'orgueil et des problèmes, du coup, qui sont liés finalement à ton ego et non pas à ton âme, hein. Mmh. Alors que l'orgueil, c'est vraiment le fait que d'être... ouais, c'est cette absence de sincérité envers soi, en Mmh. fait. Et puis Et aussi, il y a beaucoup cette posture, pardon, excuse-moi, il y a beaucoup cette posture, moi j'aime bien quand tu abordes les notions du syndrome de l'imposteur. ouais. Alors il y a effectivement des croyances limitantes du type, bah, je suis pas capable, est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que je vais réussir? Bien sûr, il y a toutes ces pensées parasites et limitantes qui viennent, mais il y a aussi dans le syndrome de l'imposteur, qui est dur à reconnaître, mais il est là quand même, c'est cette notion de qui suis-je pour échouer? Qui suis-je pour... enfin, je ne veux pas échouer et je ne veux pas revenir à une situation d'apprenant. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça, c'est que Mmh. on veut pas passer par ces étapes de bah j'apprends, je vais faire des erreurs, je vais me planter, nanana, parce que attends, non, moi, je suis pas là pour me planter, j'ai 20 de moyenne, quoi, à l'école. Et donc, c'est en fait, c'est aussi un peu d'orgueil, le syndrome de Mmh. l'imposteur. C'est je ne veux pas être dans cette situation d'apprenti. Mmh mh. Alors que ben, il faut passer par là. Et c'est pour ça que toutes ces épreuves de leadership, elles sont magnifiques parce que c'est une très très grande preuve d'humilité, contrairement à ce qu'on pense. Ouais. Un vrai leader, quelqu'un qui a conscience de son leadership et qui doit leader des personnes, c'est au contraire, parce qu'on le voit, on va plutôt voir la personne comme quelqu'un d'égotique qui a besoin d'avoir les spotlights, etc. Mais en fait, non, c'est une grande preuve d'humilité. Je pense que tu peux confirmer. Oui, je suis pleinement d'accord avec toi et je pense que, bah, savoir, aussi, être OK avec sa vulnérabilité, c'est-à-dire, de savoir dire quand, on est au bout de ses forces, par exemple, sur le terrain ou quand ça va pas ou quand, il y a ça demande en fait un grand courage. Alors que,
finalement, on pourrait penser que dans la vie normale, c'est associé à une forme de faiblesse, à plus forte raison quand c'est un homme qui le témoigne. Et en réalité, c'est pour de mon point de vue, une preuve d'une grande humilité, d'un grand courage de pouvoir dire: «En fait, là, ouais, ça va pas». Et je crois que ça, en fait, c'est vraiment lié, bon, à l'orgueil, à nos masques, à nos conditionnements, à plein de choses. Mais mais c'est aussi lié au fait de, comme une forme d'autorisation qu'on pourrait se donner, d'oser, se tromper, oser, cultiver l'esprit du débutant. J'aime bien aussi cette idée-là en fait, tant qu'on apprend, on reste en vie, on reste vivant et donc tant qu'on apprend, en fait, on apprend par, essais-erreurs et en fait, on a cet état d'esprit de développement qui nous permet, bah, de croître un peu comme une plante. Heu En fait, je crois profondément que notre, motivation première en tant qu'être humain, c'est de se développer, de croître comme, un arbre, par exemple, ou une fleur et je pense que quelqu'un qui ne veut pas se tromper et qui vit l'échec comme un danger, bah, forcément, il va croître un peu moins de façon plus douloureuse et moins rapide ou pas du tout, par rapport à quelqu'un qui ose ça et cette audace-là, en fait, ça demande un peu de courage mais je crois que ça se cultive parce que c'est pas que ça fait moins mal au bout d'un moment, c'est qu'on prend cet état d'esprit qui est nécessaire pour avancer. Exactement. Alors justement, après cette, expédition, donc tu n'as pas repris ton poste Aujourd'hui, non. de Ouais. Mmh. voilà. Donc tu t'es dirigé vers une autre voie Oui. qui est donc, le coaching et ce déclic, tu l'as eu avant ou après l'expédition ou pendant? Comment ça s'est passé? Ah, écoute, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis pas mal d'années, d'abord parce OK. que j'ai été, exposé aux outils du coaching en tant que manager. J'ai également, lu beaucoup de choses là-dessus. J'ai aussi, été coaché moi-même et en fait, ça a changé ma vie, en quelque sorte, hein. Je ça a vraiment, été quelque chose qui a été une source de développement, de confiance en moi, qui m'a permis de faire des choses, audacieuses et difficiles comme cette expédition. Et je me suis dit que vraiment, c'était un beau métier parce que c'était un métier qui se mettait au service des autres et de leur déploiement et du déploiement de leur potentiel, en fait. Et j'ai l'impression qu'on a tellement besoin de ça dans des moments où justement, Heu, on a l'impression parfois de devoir s'enfermer dans, une forme de compétence, de je dois tout savoir faire tout seul et savoir demander de l'aide, c'est aussi une compétence et c'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, une preuve de courage et donc c'est un métier aussi, ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'improvise pas complètement, pas du tout même et donc ça suppose une grande éthique, une grande déontologie et la connaissance de certaines, théories pour pratiquer de façon, tout à fait, safe et donc voilà, enfin c'est quelque chose que, auquel j'avais déjà été exposé, sensibilisé avant de partir en tant que manager et puis en fait sur le terrain assez naturellement à quelques reprises, j'ai été dans cette, situation-là et au retour, en fait, ça a été une évidence, en fait. Donc, il y a eu une forme de continuité parce que pour moi, il y a une dimension aussi d'exploration intérieure à travers, le coaching qui fait le lien avec, ma posture d'explorateur qui bien sûr, l'exploration, elle est géographique, heu, elle est spatiale, mais, elle est aussi intérieure et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça, qui nous reste, de plus intéressant à découvrir, c'est comment on fonctionne nous, notre cerveau, nos émotions, nos entrailles, notre, notre lien aux autres, à la nature aussi et ça en fait pour moi c'est vraiment une exploration intérieure absolument passionnante pour lequel on a besoin d'explorateurs, de coachs et de gens qui et ce livre-là, Comment faire de sa vie une aventure, c'est une invitation en fait pour que chacun en fait puisse transposer l'état d'esprit de l'exploration à sa vie quotidienne de façon à, transposer ces compétences-là et devenir un peu les aventuriers de sa propre vie, les explorateurs et les exploratrices de son propre parcours, de son propre destin. Ça me fait penser à une croyance que, certaines personnes, ont et alors, pour le coup, moi, je n'y crois pas. C'est vraiment une croyance auquel je n'adhère pas, donc sur notre planète, on a différents milieux. On a les milieux plus naturels, les milieux sauvages, les milieux dits artificiels, mais qui sont quand même, attribués à la nature et on a les milieux urbanisés et il y a vraiment des gens qui sont convaincus que le milieu urbain répond
à leur essence profonde Mmh. et que en gros ça dépend de chaque être humain et que voilà. Et moi ça c'est quelque chose où et qui du coup vont te c'est ces mêmes personnes qui vont te dire croyance pour moi ça c'est une croyance limitante. Ah non, moi je suis pas du tout fait pour voilà pour marcher dans la nature, dans la montagne. Enfin, je sais très bien, c'est pas moi, ça va pas me plaire, c'est pas du tout qui je suis. Euh, et pourtant, je pense vraiment que l'essence humaine, elle passe par notre essence animale, puisque nous sommes des animaux, des animaux sociaux, mais comme peuvent être les loups ou certains primates. Et ce retour à soi et justement ce silence et cette connaissance de soi et cette exploration intérieure, Mmh. elle est quand même bien plus exacerbée quand on est dans des espaces vraiment naturels et non pas pollués par des voitures, des bruits, de l'urbanisation, etc. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Est-ce que tu es confronté à cette croyance? Ouais, je vois très bien de quoi tu veux parler, bah, d'autant plus que je vis dans une grande ville, à Paris et cetera, donc mais j'ai un goût, non seulement pour la nature, pour les milieux naturels en plus qu'on a traversés qui sont vraiment de toute beauté, très préservés au sens où très peu touchés par l'être humain et il y a une j'ai envie de dire qu'il y a une beauté en fait dans ces milieux-là, une beauté naturelle, sauvage, qui est fascinante et au contact de laquelle on se ressource de façon beaucoup plus profonde, Hem, que quand on évolue dans une grande ville avec le bruit, la pollution, les sollicitations de toutes sortes, pour plus consommer et cetera. Bon, en fait, on n'a pas forcément besoin de ça pour être plus heureux et finalement, on se rend compte quand on a fait ce genre d'expérience sur le terrain, qu'il nous faut pas grand-chose pour être heureux, et qu'au contraire, quand on est, au contact d'une nature qui est éblouissante, rude, hein, sauvage et exigeante, mais en fait, c'est tellement beau, c'est tellement enfin, que ça a créé chez moi un sentiment d'émerveillement et pour tout dire, une dimension quasi, un sentiment de sacré. C'est-à-dire qu'en fait, ne d'avoir l'impression que d'être un privilégié, d'être un témoin de cette beauté-là, quand de voir un coucher de soleil dans le désert, assis sur une dune, dans le silence. C'est et de voir le ciel qui passe par toutes les couleurs et toutes les nuances comme ça, c'est une expérience qui est simple, qui coûte rien, heu mais qui fait un bien à l'âme, j'ai envie de dire, de façon très, très profonde. C'est apaisant, c'est ressourçant et en fait, on se retrouve et parce que je crois qu'il y a une forme de connexion qui se fait entre, le grand tout, j'ai envie de dire et puis, le plus profond de notre âme et je crois qu'il y a une forme de porosité comme ça qu'on peut plus difficilement sentir en ville que quand on est, justement plongé dans ces milieux-là. Je crois qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le ressentir. On peut aller faire une balade en forêt, on peut aller au bord de la mer, et ce sentiment-là d'émerveillement devant la beauté du monde, devant la force de la nature et devant le mystère de la vie, au fond. Ce sont des choses qui sont, assez naturelles et innées et un besoin même de l'âme humaine, qu'après on peut codifier avec des croyances religieuses et cetera. Mais au fond, indépendamment de ça, qu'on soit croyant ou pas, je crois que l'être humain a ce besoin-là de beauté, de connexion, de ressourcement auprès de cette nature et parce qu'en fait on en vient. On a introduit cette coupure-là, à travers des mondes très artificiels et urbanisés qui nous donnent beaucoup de confort, mais paradoxalement, qui nous privent aussi peut-être de quelque chose de plus essentiel et de plus fondamental qui est le lien avec notre planète en fait, tout simplement. Exactement. Et aussi, on a complexifié nos vies en voulant les faciliter Mmh. avec des machines. Mmh. C'est-à-dire que le désir de facilité, enfin le moindre effort pour le plus de résultats, nous a mené à une... On a voulu justement être moins sollicité, avoir plus de temps, pour au final être encore plus sollicité qu'avant. Moi, je trouve ce paradoxe assez Mmh. fou dans notre monde. Quand on voit des personnes qui vivent à l'ancienne, voilà, qui continuent de cultiver pour manger, qui continuent de tout faire eux-mêmes, en fait, hein, et le transport, bah, c'est à cheval. Bon, ces personnes
très reculé dans certains villages, comme j'ai pu voir en Birmanie ou ailleurs, ou au Brésil, où on se dit, mais en fait, quel travail monstrueux juste pour pouvoir s'alimenter et dormir. Mais en fait, nous, c'est tout aussi, c'est une vie tout aussi trépidante, voire si ce n'est encore plus trépidante, justement parce qu'on a la facilité de pouvoir s'alimenter et dormir sans réfléchir, en fait. Mmh. Je pense que c'est une grande chance d'avoir accès à ce confort-là, et je pense que les gens qui sont dans ces sociétés traditionnelles euh, aspirent à ça. Mais curieusement, quand on a cette chance d'aller à leur contact et échanger avec ces personnes-là, on se rend compte que très souvent, ils sont plus heureux, ils sont moins névrosés, Mhm. ils ont plus de joie, ils ont plus de joie de vivre. Au fond, ils sont plus vivants. Parce que, et à quoi ça tient? Ben, je pense que simplement à une forme de lien avec, et de sens profond de chacun de leurs gestes. Je suis pas sûr qu'on soit naturellement fait pour recevoir 250 notifications par jour sur son téléphone, 250 newsletters avec des propositions commerciales par semaine dans notre boîte aux lettres. Et ce truc-là, en fait, c'est vrai que ça atomise ça explose en fait notre capacité d'attention, euh, et ça nous rend pas forcément heureux, parce que en fait, ça appuie toujours aussi sur ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas encore, avec l'idée que quand on aura cet objet supplémentaire, cet énième objet supplémentaire, on sera enfin plus heureux. C'est une illusion. Je pense qu'une fois qu'on a satisfait nos besoins fondamentaux de confort, etc., en fait, les besoins de notre essence, de notre âme, en fait, sont d'un autre ordre. Ils ne sont pas forcément de l'ordre d'accumuler un plus de biens, plus de richesses, etc. Même si ça contribue bien évidemment à une forme de bien-être, de confort, etc. Il ne s'agit pas de nier ça. Mais c'est vrai que c'est flagrant quand on va au contact de populations comme c'est ton cas, de, 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 de voir à quel point en fait ces gens parfois sont dans une simplicité et un dénuement, et pourtant sont dans une joie et très heureux, et avec une richesse intérieure qui est assez exemplaire en fait, parce qu'en connexion avec la forêt dans ton cas, et aux éléments, enfin au milieu dans lequel ils vivent. Et sans vouloir tomber dans le cliché qui dit ils n'ont rien mais ils ont tout. Mm. Ces phrases un peu bateau qu'on peut dire en revenant d'un voyage. Ouais. Non, mais il y a vraiment cette notion effectivement de richesse intérieure et juste de connexion Mm. avec la nature environnante Ouais. dans laquelle nous, dans nos vies très technologiques, Mm. on va pas se mentir, on en est coupé. Ouais. Mais je crois qu'il y a quand même une aspiration de plus en plus importante, de plus en plus grande, à aller vers plus une vie qui soit peut-être plus simple, au contact peut-être d'un environnement moins dur que celui de la ville. Et même dans les villes, en fait, ça va vers quelque chose qui va vers plus de douceur, de plus de végétation, etc. Parce qu'on en a besoin, en fait. Ben, moi, ça m'a toujours frappé à quel point, finalement, là, on retrouve le monde en ville. C'est où? C'est dans les parcs, Mm. c'est au bord de l'eau. Mm. C'est en fait tous les coins de nature où on peut aller. Enfin voilà, on connaît tous et toutes les buttes Chaumont de Paris, absolument blindés à n'importe quel moment de l'année. Donc, enfin bon voilà, moi après ça me fait rire les gens qui disent bah oui, non, moi je suis très bien dans ce milieu urbanisé et je pense que voilà, je m'épanouis que dans un milieu urbanisé. Et en même temps, c'est les premiers à aller en bord de Seine, c'est les premiers à aller au but de Chaumont, voilà. Donc en fait, il y a pas photo. Et je pense que c'est une question là aussi, d'apprendre à ressentir. C'est quelque chose, souvent, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient avec soit la connaissance de soi, soit avec l'expérience. Et je pense que quand on se connaît encore assez mal, ou souvent on commence notre carrière dans des grandes villes, etc., il y a aussi cette excitation, cette énergie, ce bouillonnement, cette multiplicité d'offres culturelles, etc., qui fait que c'est stimulant aussi de vivre en ville. Et je peux comprendre ça. Mais en fait, je crois qu'on en revient aussi progressivement de cet excès, ce qui est un peu excessif parfois, n'est pas forcément sage. Tout à fait. Nicolas, on approche à la fin de ce podcast et je pose toujours une question en fin de podcast, donc tu l'interprètes comme tu le souhaites. Mais penses-tu que nous, les êtres humains, sommes illimités? Alors je pense que corporellement, on a cette dimension
qui est très limité à notre enveloppe corporelle. Mais je pense que à l'inverse, on a des ressources qui passent à travers la connexion aux autres, à soi, aux autres, et peut-être à ce qui nous environne, et notamment à la beauté de la nature, qui me fait beaucoup croire dans la possibilité d'une forme de croissance qui passe par le lien en fait avec les autres. Et ce ressourcement de cet art du lien, en fait, est quelque chose qui peut-être est de nature à déployer nos capacités, nos connaissances, nos croyances, nos convictions, et à les véhiculer auprès d'autres que nous pour faire société, tout simplement. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on a une dimension qui est illimitée. Je pense aussi qu'on a un potentiel qui est parfois limité par nos croyances, et que c'est essentiel en fait de travailler son état d'esprit, son mindset, pour favoriser son déploiement, et ne pas se laisser emprisonner en quelque sorte par les croyances limitantes. Donc je pense que j'ai forcément une réponse un peu nuancée à cette question. Physiquement, on l'est, je pense, mais je pense que psychologiquement et relationnellement, on a une capacité à se déployer bien au-delà de ce qu'on croit. Génial. Merci infiniment, Nicolas, pour ce mot de la fin. Merci, merci vraiment beaucoup. C'était très inspirant, ça donne très envie d'aller pousser nos limites justement dans des milieux qui sont moins agréables. Donc vraiment, merci de nous donner ce souffle inspiratoire. Et juste merci. Merci beaucoup à toi pour ton invitation, cette conversation passionnante et stimulante qui m'a permis, tu vois, de déployer un peu plus mon potentiel à la faveur de ce frottement de cervelle et de sensibilité. Et, et donc J'aime bien ça, frottement de cervelle. au plaisir voilà, enfin, je suis quelqu'un d'assez accessible et facilement trouvable sur les réseaux. Et voilà, donc, plaisir d'échanger. Yes, pour suivre Nicolas, donc son compte Instagram c'est Nicolas Ngo, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et sauf que le dernier O, c'est un zéro à la fin. Je suis aussi sur LinkedIn, donc je suis assez facilement trouvable. Et puis, Super. Donc, et également, si vous souhaitez écouter Christian Clot, le leader de l'expédition, il est passé sur le podcast. Alors, c'est de mémoire, c'était le 6e épisode. Donc là, on est à l'épisode 33. Donc, il faut remonter dans le Spotify ou Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle vous l'écoutez pour pouvoir l'écouter. Alors, on parle pas, c'était avant Deep Climate. Donc, mais on parle quand même d'adaptation. merci à toi et je te souhaite le meilleur pour la suite. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!